C'est le plus dur. Qui joue à des jeux vidéo ici? Plus que de l'Atomic Design, hein, je vois. En fait. Ça dépend lesquels, tout compte maintenant. Non, l'idée c'est de faire une petite introduction au secteur et vous présenter les métiers du jeu vidéo. Je vais commencer par me présenter moi. Moi j'ai commencé dans cet IUT, j'ai fait cette IUT, ça fait trop bizarre de revenir ici, ça fait super plaisir. Du coup après je suis allé travailler dans le film d'animation à Valence, vous savez il y a un gros pôle autour du film d'animation. Puis après j'ai monté un studio et je faisais des jeux vidéo pour l'événementiel. Alors ça parle pas trop mais en gros c'est des projections sur façade, des choses comme ça. À chaque fois des trucs un peu interactifs. Après, j'ai cofondé une start-up sur Grenoble où on crée des attractions pour les parcs d'attractions à base de drones et de jeux vidéo. Il y a toujours jeux vidéo hein, dans ce que je fais. Et à l'heure actuelle, je suis en train de remonter un studio de jeux vidéo et je développe le jeu Linkito. J'ai vu qu'il y avait des joueurs de Linkito ici, ça fait super plaisir. Et je raconte toute l'aventure du développement sur Twitch tous les mercredis à 20h, chaîne Kalinarm pour ceux que ça intéresse. Je fais un peu de pub, hein, gratuit. Donc voilà. Je vais commencer par un petit historique du jeu vidéo, même si on commence à connaître bien, j'essaye de montrer quand même en quoi c'est devenu un vrai domaine. Du coup, est-ce que vous savez de quand date le premier jeu vidéo? Petit test. Allez, je veux une date fort. 74. Ça va vieux. Premier jeu vidéo, 1958. Le jeu, il se jouait sur le petit écran rond que vous avez au milieu. C'était un oscilloscope. Le premier jeu, c'était Pong. Tout ce qu'il y a autour, c'est pour faire tourner le jeu. Après, on a eu Space War, qui ressemble à un radar de l'armée, mais qui est en fait un jeu vidéo. Et on a eu la première console, où c'est marrant de voir que c'était pas du tout une souris, c'était des petites molettes à tourner pour jouer avec ça. Et après, les jeux qu'on commence tous à connaître, Space Invader, Asteroid, Pac-Man. Donc vous voyez l'évolution quand même, en 20 ans, il y a eu les préludes du jeu vidéo qui n'ont pas avancé beaucoup en fait. Après, on peut citer Jumpman, parce qu'il s'appelait Jumpman avant de s'appeler Mario. C'était un personnage secondaire sur cette borne d'arcade de Donkey Kong. Pour refaire très vite fait l'historique, voilà, on repart après de 1970 aux années maintenant où on a eu des générations de consoles, ça a commencé à être une guerre commerciale pour imposer les consoles et là, le développement autour du jeu vidéo s'est vachement accéléré. Une chose intéressante à voir, c'est l'arrivée de la 3D. Moi, le premier jeu vidéo en 3D auquel j'ai joué, c'est Alone in the Dark, fait par un Français au passage, Infogrames. Donc on voit, qui est sorti en 92, donc moins de 30 ans plus tard, la 3D, on est passé de ça à ça. Ça, moi j'étais à fond dedans. Ce jeu, il m'a terrorisé plus que les Resident Evil de maintenant. On avait peur quand le petit monstre nous attaquait. Maintenant, je le vois, c'est un espèce de canard avec 3 triangles. Ça a pas mal changé, quoi. Un autre truc qui représente pas mal l'évolution, c'est tous les jeux Tomb Raider. Donc on est passé voilà, de une vingtaine de polygones pour représenter Lara. On voit aussi qu'il y a d'autres évolutions, plus de mode et de contexte qui sont intéressants à voir. Donc c'est un secteur, tout ça pour dire, qui s'est développé très très vite. C'est un secteur de pointe. Derrière le jeu vidéo qui est un amusement, il y a toute une technologie de pointe. Et la 3D maintenant, pour vous montrer une image, ça, c'est une scène en 3D dans le prochain Call of Duty. Donc on commence à mettre un peu de temps avant de se rendre compte que c'est vraiment une scène générée en 3D, en temps réel, et que c'est pas juste moi qui ai filmé ma petite balade à Amsterdam, quoi. Pour ceux qui connaissent Amsterdam, on reconnaît même la rue. Bon, il y a eu quelques déboires dans le jeu vidéo, on peut citer le crack. Il y a eu un crack du jeu vidéo, notamment par un jeu E.T. qui a été produit en masse, qui était tout pourri, on en a vendu en se disant « mais les joueurs vont l'acheter, personne n'a acheté ». Et du coup, ça a été enterré au Nouveau-Mexique, mais on en retrouve encore sous terre quand on creuse là-bas. Il y a eu des milliers de cassettes, enfin de cartouches du jeu vidéo. Donc c'est intéressant de voir parce que c'est quelque chose qui peut réarriver, quoi. Mais par contre, pour l'instant, le jeu vidéo, c'est quand même devenu le premier secteur économique mondial. Ça a dépassé le cinéma, ça a dépassé le luxe, l'automobile. C'est un des plus gros secteurs au monde. Donc, est-ce que vous savez quel est le jeu vidéo le plus joué, par exemple? Ouais, exactement. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est un secteur qui maintenant pèse 190 milliards d'euros dans le jeu vidéo. Et Minecraft qui a annoncé à un moment avoir dépassé les 126 millions de joueurs. Donc on se rend compte un peu du volume, quoi. C'est plus gros qu'un pays entier qui joue à un même jeu, quoi. Donc c'est intéressant de voir un peu ça. J'aime bien aussi montrer que le jeu vidéo, c'est un art, c'est un divertissement, mais c'est aussi un business. Quelques chiffres, bon, ils datent un peu, mais GTA V qui a coûté 137, on est en millions de dollars
pour développer le jeu. Donc vous voyez, c'est quelque chose, quand on dépense ça, derrière, on va le rentabiliser. Pour le rentabiliser, on va le vendre. Les coûts marketing sont à peu près équivalents au coût du jeu. Donc Rockstar a dépensé 130 millions pour faire connaître GTA. Call of Duty, c'est des chiffres pareils. Je demandais, il y a des enfants qui me disaient, tout le monde connaît Call of Duty, mais pourquoi tout le monde connaît Call of Duty? Parce qu'il y a 200 milliards de dépensés chaque année pour le faire connaître le jeu, donc forcément ça aide. Le jeu vidéo qui a dépassé tous les sommets, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler de ce jeu qui a commencé par un Kickstarter, qui est en développement depuis plus de 7 ans maintenant. Ils ont dépassé les 500 millions de dollars de coûts de développement. C'est Star Citizen, un jeu de vaisseau spatial. Ça commence à piquer, surtout quand vous avez acheté un vaisseau il y a 6 ans et que vous ne pouvez toujours pas voler avec. Bon, c'est une autre histoire. Après, moi, je suis pas mal inspiré de la scène indépendante qui a des chiffres complètement différents. Donc, Super Meat Boy, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui n'a rien coûté. En vrai, si, ça a coûté 3 ans de la vie de quelqu'un. Hein, mais ce n'est pas un chiffre numéraire comme les autres industries. Il a dépensé, je crois, 20 000 € en marketing parce que son éditeur l'a aidé. Il y a Microsoft qui est rentré dans la boucle. Et le jeu a eu énormément de succès. Donc, il y a aussi toute une scène qui n'ont pas les mêmes dépenses et qui est intéressant de suivre, quoi. Ce que je veux dire aussi, le jeu vidéo, c'est devenu un secteur très hybride. On le voit, qui a commencé à se développer dans l'automobile. Si vous regardez un tableau de bord, on en a parlé à l'aller, de voitures maintenant, c'est très inspiré du jeu vidéo. Le cinéma, les fonds verts disparaissent petit à petit. Maintenant, on tourne les films avec des matrices de LED et des décors déjà en 3D projetés. Ces décors en 3D, ils sont en temps réel parce qu'on va traquer les mouvements de la caméra et le fond va s'adapter en fonction de la caméra. Et le contenu, là, est fait avec des moteurs de jeux vidéo. Donc, c'est des choses qui ont pas mal changé et qui évoluent beaucoup, quoi. Je ne sais pas si vous avez des petites questions par rapport à ça. Non, ou on les posera à la fin. Sinon, je continue pour raconter un peu les métiers du jeu vidéo. J'aime bien le timer parce qu'il est à 25, mais il ne bouge pas, quoi. Donc, j'ai tout mon temps, moi. Nickel. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez à peu près tous les métiers, parce que même pour ceux qui jouent, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il y a derrière? Vous voyez un peu les métiers qu'il y a dans... Comment on fait un jeu vidéo? On va essayer d'en... Je pense que j'en ai oublié, c'est très dur d'être exhaustif, mais je vais essayer de décrire les premiers. Donc, un des métiers les plus importants quand on a un concept de jeu vidéo, c'est le métier de game designer. Donc, le game designer, c'est celui qui fait le game design. Je ne dis pas grand-chose en disant ça. Qu'est-ce que le game design? En fait, c'est tout le jeu. C'est difficile à décrire parce que, en fait, ça va être les règles du jeu, ça va être l'univers, le mécanisme, ce que le jeu raconte, l'ambiance du jeu, tout ça, ça définit son game design, quoi. Et ça va être, après, plus précisément, en général, un game designer, il va nous fournir des gros documents de game design. J'en ai vu qui faisaient 400 pages, hein, donc ça peut être précis, où on va de décrire l'histoire du jeu à expliquer qu'est-ce qui se passe si le joueur appuie une seconde de trop sur le bouton. Donc, c'est des choses qui peuvent être très précises parce que, voilà, le game designer, il a un peu le rôle aussi d'emmener toute l'équipe autour d'une vision du projet. Donc, c'est un rôle important. Je peux en citer des quelques connus, Peter Molineux ou celui que je ne prononcerai pas pour ne pas écorcher son nom, mais qui est le game designer de Mario. Après, il y a souvent un directeur artistique à accrocher dans le projet. Donc, le directeur artistique, en fait, il va passer d'une vision à des cahiers des charges pour tous les profils artistiques. Et on va les décrire un petit peu. Mais du coup, il a un rôle, c'est d'assurer le lien entre tous les graphistes du jeu vidéo et le game design. En fait, un jeu vidéo, on peut le résumer, c'est 4 pôles, un jeu vidéo. C'est l'esthétique, donc je mets là-dedans le graphisme, le son, tout ça. C'est des mécanismes, donc là on est plus sur du game design. C'est une technologie, on va en parler, mais il y a tout le développement derrière. Et c'est une narration, une histoire. Ces 4 piliers-là forment un jeu vidéo. Donc évidemment, il va y avoir tous les métiers pour travailler là-dessus. En général, au tout début du projet, le directeur artistique il va faire avec ses artistes des concept art. Donc là, vous en avez quelques exemples qui vont aider à amener, qui vont être la base en fait de la création de tous les assets. Donc, en général, ils sont présentés comme ça pour les personnages. On a l'échelle, tout est mis en échelle, en perspective, en couleur. On va commencer à travailler les palettes, les choses comme ça, l'ambiance. Après, on va avoir une équipe de graphistes, infographistes. Il y a plusieurs métiers là-dedans. Donc, qui vont mettre en image, en fait, tout ça et storyboarder toutes les phases. Donc, il va y avoir la création des concept art, comme on l'a dit, la création des contenus 2D et 3D, la création des UI. Alors, dans le jeu vidéo, on travaille ce qui pourrait être appelé en atomic design, parce que
Du coup, quand on construit des UI, moi j'ai toujours construit comme ça, par atomes, groupement d'atomes et tout, donc j'ai trouvé ça très intéressant de faire ce parallèle, quoi. Et du coup, voilà, il y a toute une équipe qui va être responsable de créer tous ces assets. On va faire un petit focus sur la 3D, parce qu'il y a énormément de métiers, de talents et de compétences différentes pour faire tout ce qu'on va appeler le pipe 3D, en fait. Donc en général, l'idée du pipe 3D, c'est de passer d'un concept art, donc une image de Omen, pour les connaisseurs, à le modèle 3D dans le jeu avec toutes ces animations et tous ces effets. Donc, on va commencer par modéliser. Donc, on l'a déjà dessiné hein, à cette étape-là. On va commencer par le modéliser. Donc, le modéliser, avec des logiciels comme Maya ou Blender, c'est de le faire en 3D. Donc, en général, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Après, on va le riguer. Le riguer, en gros, c'est lui mettre un squelette à l'intérieur. Et le skinner, c'est de faire le lien entre les déformations, les mouvements du squelette et la modélisation 3D. Donc c'est un peu comme si on allait attacher le squelette à la peau, en quelque sorte. C'est une étape qui n'est pas facile à faire quand on ne sait pas le faire. Après, on va le texturer. Donc le texturer, il y a deux étapes. C'est créer la texture, donc c'est une image en 2D, et puis la calquer sur le modèle, quoi. Et là, on arrive à cette étape-là. Et après, il y a tout des... En parallèle, ça se fait plus globalement pour le projet. On va configurer la lumière, donc ça c'est l'étape de lighting. Le compositing, c'est la façon dont va être rendue l'image, comment on va travailler les plans, comment on va les mélanger entre eux. Et après, il y a un métier qui est de plus en plus répandu, c'est technical artist. Donc technical artist, c'est celui qui fait le lien un peu entre la technique et les effets spéciaux. Oh, il y a le son avec, pas prévu. Donc voilà, typiquement, dans un jeu vidéo, vous avez plein d'effets de ce type, et c'est le technical artist qui va faire ça. Après, un autre métier très important, c'est le level design. Donc level design, ça va être de créer l'environnement. Ça a plusieurs rôles en même temps. C'est important pour l'expérience de jeu, et c'est aussi important pour la cohérence visuelle, pour l'histoire qu'on va raconter. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent dans le level design. Moi, je suis très nul en level design, et ça se voit dans les résultats. Donc en général, on va travailler sur papier, puis faire des sketchs en 3D. On va faire le blocking, on appelle ça. On va mettre des blocs, mais pour avoir un peu l'architecture, mais sans encore les détailler. Et puis après, on va travailler à aller mettre tous les assets 3D que les gens de la 3D ont créés notamment. Après, il y a les métiers du son. Donc ça, c'est comme dans un film, mais avec des spécificités d'intégration. Donc c'est de créer l'ambiance musicale du jeu. Donc là, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail, mais on va créer les ambiances sonores, les voix, et puis on va intégrer les sons, faire différents effets. Enfin, par exemple, quand on fait un jeu en réalité virtuelle, le son est primordial parce qu'on va se servir de ça pour attirer le regard de la personne vers telle ou telle scène. Maintenant, vous savez, on travaille en binaural, on va reproduire des effets de spatialisation du son. Et il y a une partie technologique au son, comment on va faire pour que quand il y a une porte qui soit fermée, elle coupe le son. Enfin, il y a aussi tout ça à gérer dans l'intégration, quoi. Et après, il y a mon métier, mon préféré, le développeur, parce qu'il faut construire toute la technologie. Et du coup, évidemment, c'est responsable de la création du code du jeu, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que dans un gros jeu, c'est ultra spécialisé. Quand on fait du jeu indé, comme moi, on va développer tous les aspects du jeu. Quand on est dans un gros studio, il y en a qui vont être spécialisés dans l'architecture, d'autres qui vont faire l'intelligence artificielle, d'autres qui vont être sur la partie rendue, audio, d'autres qui vont faire les outils pour les artistes, certains sur le multijoueur. Et ça peut être ultra, mais vraiment ultra spécialisé. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait travaillé pendant plus de 6 mois sur la cape du mec de Assassin's Creed. Donc vous voyez, on est dans une autre façon de travailler. Comme je crois qu'il y a pas mal de devs ici, en gros, les langages utilisés couramment dans le jeu vidéo qui sont très dépendants des moteurs, donc c'est le C# c'est bien développé avec Unity, le C++ pour l'Unreal Engine, le C quand on est un peu encore courageux. Et après, il y a le scripting. Donc en fait, ça, c'est des gens qui vont... En général, dans un jeu vidéo, on fait des couches. Aussi, on a une couche architecturale. Puis la couche qu'on va beaucoup modifier, on va la faire dans des langages plus permissifs, plus dynamiques. Ça peut être Lua, qui est un langage ultra performant de script, qui est un peu l'équivalent de Python, mais pour le jeu vidéo, on utilise aussi du Python, des fois du JavaScript dans certains contextes. Et ça, des fois, les technical artists vont prendre part à ça, où il y a des profils qui vont être moins développeurs architecture, mais qui vont
par exemple, changer le comportement d'un personnage dans un script. Ça permet d'itérer beaucoup plus vite, en fait, que de retoucher, recompiler toute l'architecture du code à chaque fois qu'on fait un petit changement. Il y a un autre métier à ne pas négliger, qui était le rêve au début, c'est testeur de jeux vidéo. Donc j'ai plein de gens, j'avais fait cette présentation à des enfants qui me disaient « Ah, moi je veux faire ça, je veux faire testeur de jeux vidéo ». Discuter avec des testeurs de jeux vidéo avant, c'est un métier un peu particulier en fait. Déjà quand vous testez un jeu, en gros, vous n'appréciez pas y jouer après. Vous avez fait les mêmes choses 600, 700, 800 fois. Et en fait, c'est un métier qui est assez rigoureux. On va refaire de la grosse documentation, on va écrire beaucoup de rapports de tests. Et j'ai même vu des labos maintenant, vous savez, comme quand on goûte les produits de supermarché. Donc il y a vitre sans teint, les joueurs qui jouent d'un côté et des gens qui les observent, des scientifiques très sérieux. Là, il a bien aimé que la grenade explose à cette distance. Enfin, c'est assez marrant du coup de voir ce que c'est devenu. À savoir, un jeu vidéo, le test, c'est très important. On ne peut pas sortir un jeu sans le tester, on appelle ça du playtest, ça arrive à toutes les phases du jeu. Avant de produire un jeu pour 200 millions d'euros, comme vous l'imaginez, on le teste tout le temps. Donc c'est une étape ultra importante et il y a des groupes de tests et il y a des sociétés en France qui sont spécialisées dans le testing du jeu vidéo. Il y a pas mal d'autres métiers après. Notamment autour de l'histoire, donc tout ce qui est scénariste, tout ce qui est dialoguiste, ceux qui vont écrire les dialogues, tout ce qui est doubleur, il faut bien enregistrer ses voix, traducteur, parce qu'en général un jeu on va le sortir dans plusieurs pays, plusieurs langues, et du coup il y a tout plein de métiers associés à la production du jeu. Et après là j'ai parlé justement que de la production, en gros la création du jeu, mais en fait un jeu c'est aussi un business, donc il faut le vendre, et du coup il y a toute une équipe responsable de ça. Donc on va retrouver des métiers un peu comme dans le film, mais de producteur qui va essayer de trouver l'argent, les contrats, les choses comme ça, de distributeur. Donc maintenant il y a un peu des mastodontes de la distribution, on ne va pas citer Steam par exemple, mais du coup il y a des contrats, des arrangements à trouver avec eux, sur quelle plateforme on va aller, toutes ces questions. Il y a évidemment des gros enjeux de communication, donc c'est des métiers de commerciaux mais un peu différents. Il y a aussi toute la relation avec la presse, c'est pour presse relations. Le community management, c'est devenu quelque chose de très important dans le jeu. Et après, il y a des questions légales. Les jeux ne sont pas isolés de ça, notamment avec les RGPD. Ça, c'est très compliqué de sortir un jeu. Donc, dans un jeu, on récolte des données, on récolte ne serait-ce que des adresses email. Et il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est difficile de sortir un jeu sans travailler avec un juriste à un moment ou un autre. En tout cas, c'est des choses à considérer, quoi. Voilà. Voilà, moi j'ai pas eu le temps, mais après je peux vous expliquer le pipeline 3D et tout si vous reste. J'avais prévu un slide un peu plus long, mais en attendant, je pense que ça peut être intéressant de plutôt répondre à votre question, d'échanger autour de ça. Donc je sais pas si. Merci pour la présentation. Quand tu parles de l'espèce de dichotomie entre ce qui va être développé avec des langages performants et donc longs à développer, et le scripting, est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure des phases, plus on se rapproche de la production du jeu, plus il y a des choses qui migrent vers des langages plus genre C++, ainsi de suite? Ou est-ce que le scripting restera toujours une part importante du jeu? Enfin, comment ça évolue? Alors déjà le jeu, c'est dur à répondre globalement parce que ça dépend vraiment du type de jeu. Par contre, en fait, il y a beaucoup de comportemental dans un jeu. Par exemple, vous avez un personnage qui va faire telle action, se balader, ou par exemple, qui va réagir de telle manière à faire un dialogue. Ça, en général, on le met dans le script parce que ça va beaucoup évoluer au cours du jeu, parce qu'on va vouloir le changer rapidement, et parce qu'en fait, en termes de performance, c'est pas un enjeu fort. Et du coup, c'est pas quelque chose qui migre, en fait. Les développeurs vont donner des outils, par exemple, aux scénaristes pour qu'ils puissent déclencher des choses qui se passent si tel ou tel dialogue est rentré. Donc, c'est plutôt des couches de fonctionnalité. Voilà. Après, il y a une phase, souvent, c'est la phase de prototypage, où là, ça peut être intéressant d'avoir rapidement du script pour essayer des nouvelles choses, des nouvelles choses au lieu de recompiler tout un projet. À savoir, un gros projet, ça peut mettre 6 heures à compiler. Donc il y a aussi ça, pour des questions d'itération, le script peut être bien. Et un autre gros avantage des scripts dont j'ai parlé, l'UI Python, c'est qu'ils sont au runtime en fait. On peut, pendant qu'on joue, coder dans le jeu, quoi.
Et ça c'est un gros point fort aussi pour les équipes. Et puis, il y a une question de niveau. Tout le monde n'a pas les compétences de coder un moteur multijoueur. Par contre, quelqu'un qui va s'intéresser à faire telle ou telle histoire pour le jeu, il pourra très facilement apprendre un mini langage de programmation qu'on lui a préparé pour lui. Il y a des choses comme Twin, je ne sais pas si ça parle. En fait, c'est des façons d'écrire des dialogues graphiquement. C'est des nœuds sur des interfaces web. Et ça, il y a plein de moteurs qui le mangent et qui construisent les dialogues comme ça, quoi. Parce qu'en fait, ça peut... Si vous prenez un jeu comme Oxenfree, là, qui est un jeu très narratif qui a été racheté par Netflix d'ailleurs, où il y a énormément de lignes de dialogue, il ne faudrait pas tout hardcoder ça, quoi. Donc ça permet d'avoir des outils un peu plus adaptés à ce type de contenu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu. Est-ce qu'une des limites justement entre des langages bas niveau et des langages plus haut niveau, c'est pas aussi que toi, en tant que studio indépendant ou quoi, tu vas pas faire le moteur, enfin je sais pas, mais tu vas utiliser peut-être des trucs comme Unity ou Unreal Engine. Ces moteurs-là sont nécessairement faits dans des langages performants, j'ai envie de dire. Et toi, du coup, à ton niveau, tu vas plutôt être sur la partie, alors on aurait dit du code métier, je sais pas comment on va appeler ça, mais et donc du coup, toi, pour toi, c'est plus facile de faire du scripting. Parce que tu n'as pas besoin de coder le moteur aussi. Est-ce qu'une de ces barrières, c'est pas ça ou pas? Alors, non, c'est encore une autre couche, le moteur. Effectivement, c'est dans le reste de ma présentation. Je peux... Là, il y a du son. Attends, je prends juste ça pour... Les moteurs, ça va amener plein de fonctionnalités. En fait, ce serait très dur. Les moteurs, ça a rendu accessible la création de jeux. On ne pourrait pas refaire, ça gère énormément de choses différentes et ce serait très compliqué, ne serait-ce qu'un pipe de rendu 3D pour en avoir codé à la main en OpenGL et tout à l'époque. C'est très compliqué d'avoir la qualité que j'aurais maintenant dans un jeu vidéo si j'avais pas de moteur. Par contre, sur Unity, moi j'ai un gros projet C#, on en a aussi parlé dans la voiture, qui est un projet costaud en termes d'architecture. Ça, je le mets plutôt sur de l'architecture, tu vois. Par contre, dans le jeu que je développe là à l'heure actuelle, j'ai des composants que les joueurs peuvent placer et qui peuvent modifier un peu leur comportement. Donc ça, évidemment, je ne vais pas leur donner accès. Il y en a qui le font, hein, de l'injection de code et tout dans les moteurs, ça, ok. Mais eux, ils vont avoir accès à un langage ultra simplifié qui leur permet, eux, de modder, on appelle ça, le jeu. Donc il y a vraiment ces trois couches différentes qui sont intéressantes et chacune apporte quelque chose de différent, quoi, en fait. Voilà, pour un moteur, par exemple, va avoir toute la partie physique qu'on ne va pas s'amuser forcément à recoder, mais on va créer nos comportements par-dessus, et notamment l'IA aussi. Et maintenant qu'il existe ce type de moteur, là, est-ce qu'on peut chiffrer la part du développement dans la production d'un jeu? Est-ce que c'est 10% d'informaticiens? Est-ce que c'est ça dépend vraiment des projets. C'est assez difficile. J'ai trouvé peu de stats là-dessus. Après, j'ai vu... Moi, je dirais qu'on... En fait, ce qu'il faut voir dans le jeu vidéo, c'est que c'est énormément de temps humain. Presque tout ce que j'ai présenté, c'est des humains qui le font, donc c'est pour ça que ça chiffre vide. Mais je dirais que la part de développement, on oscille entre 30 et 60%. Parce que de toute façon, il faut redévelopper. Après, voilà, c'est très dur de faire une généralité. Il y a des centaines de milliers de jeux qui sont sortis depuis la nuit. Donc c'est compliqué. Mais moi, je dirais ça. Moi, je vois sur mes expériences... le dernier projet, on était une équipe de 8, il y avait 3 développeurs, voilà, pour donner un ratio, quoi. Après, pour chiffrer la part d'un moteur par rapport au développement, ça se chiffre bien parce que ces moteurs sont payants en royalties. Pour l'Unreal Engine, suivant un peu le contrat, je crois qu'on est à 12% à l'heure actuelle. Unity, quand on dépasse les 100 000 € de bénéfices, je dis peut-être... Ouais, on a un certain ratio. Donc en fait, souvent quand on utilise des services comme ça un peu costauds, on paye en royalties par rapport aux revenus du jeu, quoi. Et ça peut monter, sur des grosses productions, ça peut monter très très haut. Si bien que négocier 1% sur un moteur, ça peut faire des différences de millions d'euros à la fin, quoi. D'autres questions ? Allez, ouais, il faut oser, hein, y a pas de... On voit maintenant les jeux de foot, par exemple, style FIFA.
il y a peu de concurrents, donc en fait ils ont une sorte de monopole. Derrière, ils vont arriver à vendre beaucoup. Si quelqu'un veut se mettre sur ce marché-là, c'est pratiquement impossible, je pense qu'il... Bah alors, il y a énormément de concurrence dans le jeu vidéo, globalement. Quand on sort un jeu indé, on découvre toujours qu'il y a 5 ou 6 personnes qui créent des jeux similaires. Après, là, tu parles de licences qui sont installées en 10 années. Mais en fait, des fois, je pense à Flight Simulator, par exemple, aussi, qui est une licence qui a plus de 20 ans et qui a effectivement un monopole. Mais en fait, ils prennent un pari à chaque nouvelle sortie. Et FIFA est le bon exemple parce que FIFA, il y a des années où ils ont raté leur sortie. À un moment, ils se sont fait rattraper par, c'était PES, je crois. Et c'est une guerre permanente de garder son assise, quoi. Ça, c'est plus une guerre d'IP qu'on voit dans le film et dans le jeu vidéo. Globalement, IP pour de licence, quoi. Et c'est quelque chose qui a pas mal d'enjeux. Du coup, je pense que ça met de la pression. Je sais pas si vous avez entendu parler du Quake de Cyberpunk, par exemple. Voilà, et ça, c'est des jeux, c'est des grosses licences qu'on attend, mais c'est à double tranchant parce qu'on les attend aussi au tournant. Après, c'est vrai que moi, en tant qu'indépendant ou quelqu'un qui vient me dire on veut concurrencer FIFA, je dirais c'est une mauvaise idée. Par contre, je peux te citer plein de jeux de foot qui ont fait des choses différentes et qui ont bien marché. Alors, on va rajouter des pouvoirs spéciaux. Là, par exemple, je sais qu'il y a un jeu sur le manga de foot, j'ai pas le nom en tête, qui est en train de sortir. J'ai vu à la Paris Games Week, il y a un Blue quelque chose là. Aidez-moi, non? Il n'y a personne qui a... Bon, tant pis. Il y a un manga de foot connu. Et du coup, il y a un jeu qui se développe là-dessus et qui clairement va aller titiller FIFA, mais sur un secteur un peu différent parce que les gens ont des super pouvoirs. C'est Olivier Tom pour notre génération, quoi. Mais ouais, voilà, merci. Donc voilà, c'est vraiment, enfin voilà, je le vois vraiment comme une guerre commerciale, mais comme sur tout autre secteur, quoi. J'ai une question sur les effets des nouveaux types de jeux avec ce qu'on appelle les in-game purchase et aussi tout cet aspect algorithmique qui pousse des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs à dépenser de l'argent dans le jeu. Est-ce qu'il y a des effets sur le marché général du jeu vidéo? Est-ce qu'on voit apparaître des choses un petit peu malsaines? Alors, ouais, je devrais pas le dire. Moi j'avoue que en fait, il y a le jeu mobile qui est très différent du marché classique. Là, pour donner quelques chiffres, par exemple Fortnite, un bon exemple. Fortnite, qui est un jeu gratuit, la moyenne dépensée par joueur, c'est 67 €. Donc c'est plus que le prix d'un jeu payant assez cher, ce qui est assez étonnant. En fait, on se rend compte que 1% des gens payent. Alors Fortnite, c'est un contre-exemple parce qu'ils sont montés à plus de 50% des gens qui ont dépensé des sous. Mais on parle d'un des plus gros hits des 3 dernières années. Mais sur un modèle classique, par exemple jeu mobile free-to-play, 1% des joueurs payent, on les appelle des baleines. Par contre, ils payent des sommes qui peuvent être astronomiques. Là, vous avez vu, il y a Diablo Immortal qui est sorti sur mobile, qui a été ultra critiqué parce qu'il poussait à ça. Il y a un joueur qui a dépensé 100 000 € dedans. Bon, c'est qu'il peut se le permettre, on lui souhaite. Enfin, mais moi, j'ai fait une conf, en plus c'était à Google France il y a presque 10 ans, où on me présentait les jeux du mobile, donc il y avait des représentants, je ne vais pas citer les marques parce que je suis filmé en fait, et en fait on me présentait des courbes de frustration et de voir à quel moment on plaçait la pub pour que le joueur achète le diamant qui va débloquer le temps et tout. Moi c'est un univers dont je suis vraiment pas fan, par contre c'est un univers où, comme sur internet, globalement la pub vaut de moins en moins, enfin l'attention du joueur, et du coup qui est en train d'évoluer. Je préfère des modèles free-to-play avec achat in-game. Enfin là on est sur des choses maintenant où on ne change pas le comportement du jeu, juste de la personnalisation. Je pense à Valorant, là où on peut acheter un super skin d'arme dragon à 40 €, mais qui ne change rien dans le jeu. C'est un modèle, voilà, si ça marche, ça permet d'équilibrer peut-être un peu les dépenses. Après, effectivement, il ne faut pas négliger l'effet sur les jeunes, parce qu'il y a évidemment, même si tout le monde va dire on fait attention à ça, globalement, on va pousser les gens à consommer. Après, cite-moi une industrie qui ne pousse pas les gens à consommer dans son propre industrie, quoi. Après, il y a un enjeu, on pourrait faire une conférence entière sur la sécurité dans le jeu vidéo, parce que c'est un truc assez impressionnant. Pour la petite anecdote, on dit que le jour où on sort son jeu, il est hacké. Ce qui est vrai, le jour J où votre jeu est sorti, il y a des gens qui, en général, ont regardé le code, ont modifié, voir comment on peut tricher. Et la triche, c'est quelque chose qui est vraiment un problème dans le jeu en ligne. Vous pouvez perdre des joueurs à cause de la triche. Et du coup, il y a énormément d'efforts qui sont mis à l'heure actuelle sur des technologies anti-triche,
dont des trucs qui sniffent un peu tout ce que votre ordi fait d'ailleurs. Et il y a ça et la toxicité qui sont deux chevaux de bataille en ce moment dans le jeu vidéo et qui sont intéressants à suivre, quoi. On va juste s'arrêter là. Je vous invite après à aller discuter avec Kevin. Comme ça, on va mieux profiter de l'apéro. Donc, on va changer de salle, deux ambiances. Nickel pour l'apéro.